Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le malentendu et la nécessité. Aujourd'hui, nous allons parler de notre rapport à la biodiversité et surtout de la manière dont on peut agir concrètement, loin des discours paralysants. Exactement, Max. On entend beaucoup de choses sur l'écologie, souvent très anxiogènes, qui nous parlent d'effondrement, de fin du monde. Et si on prenait un peu de recul pour regarder les choses différemment? C'est une excellente idée. Le premier point, c'est peut-être de redéfinir ce qu'est la biodiversité. On a souvent cette image un peu romantique, une sorte d'arche de Noé avec des espèces mignonnes qu'il faudrait sauver par principe. Oui, comme une collection de timbres précieux, mais c'est une vision qui nous empêche de comprendre l'essentiel. La biodiversité, ce n'est pas un décor de carte postale, c'est une immense machinerie, un tissu vivant incroyablement complexe. Une usine invisible en quelque sorte. Chaque espèce, chaque écosystème, même le plus modeste, est un rouage qui fournit des services essentiels. La qualité de l'air, la fertilité des sols, la purification de l'eau, tout ça, c'est la biodiversité au travail. Et c'est là qu'intervient le malentendu. En la voyant comme un objet moral à préserver, on oublie qu'elle est avant tout une condition de notre propre survie, de notre habitabilité sur Terre. Absolument. Et cette vision simpliste mène souvent à un autre écueil, le catastrophisme. L'idée que tout s'effondre partout, de la même manière, de façon inéluctable. Alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Le vivant ne disparaît pas de façon uniforme. Il y a des zones où il recule, c'est une certitude, mais dans d'autres, il se stabilise, voire progresse grâce à des actions teasées. La situation est complexe, jamais monolithique. Et les causes de cette érosion sont aussi complexes. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. Il y a des facteurs massifs, comme le changement d'usage des sols, et d'autres qui sont plus locaux, parfois même réversibles. Confondre tout ça, c'est se condamner à l'inaction. C'est un point crucial. Si on pense que le problème est un bloc unique et insurmontable, on est paralysé. Alors que si on identifie les causes, si on les hiérarchise, on peut commencer à agir de manière efficace. Ce qui nous amène à une autre idée reçue, l'idée qu'il faudrait sanctuariser la nature, la mettre sous cloche, loin des humains, comme s'il existait un état originel parfait qu'on aurait corrompu. Ce monde figé n'a jamais vraiment existé. Les écosystèmes sont dynamiques, ils évoluent. Et aujourd'hui, ils sont presque tous profondément marqués par l'activité humaine. Vouloir les protéger, ça ne veut pas dire ne plus y toucher. Au contraire, gérer, réguler, intervenir, ce n'est pas une trahison. C'est souvent la seule manière de maintenir des équilibres fragiles ou de restaurer des fonctions qui ont été abîmées. C'est une forme de cohabitation active. Et ça s'oppose radicalement à cette idée un peu sombre que la seule solution serait la disparition de l'humanité ou l'effondrement de nos sociétés. C'est un fantasme, pas de l'écologie. La prospérité humaine et la préservation du vivant ne sont pas des ennemis. Elles sont les deux faces d'une même pièce. Une société qui s'effondre n'a ni les moyens ni la capacité de se préoccuper de la biodiversité à long terme. La survie immédiate prend toujours le dessus. C'est pour ça que le développement et l'écologie doivent avancer main dans la main. C'est ce qu'on pourrait appeler une écologie adulte, une écologie qui sort de la posture morale, du tout ou rien. Elle accepte qu'il n'y a pas de solution parfaite, qu'il faut faire des choix, des arbitrages. Des compromis, oui. Et pour faire ces arbitrages, on a besoin de deux choses essentielles. La science, pour comprendre finement les situations locales, et la coopération, pour mettre en œuvre des solutions sur le long terme. On ne protège pas une forêt en Amazonie de la même manière qu'on restaure une zone humide en Europe. Chaque situation demande une analyse et une réponse adaptée. C'est moins spectaculaire qu'un grand discours sur l'apocalypse, mais c'est infiniment plus efficace. Exactement. Il faut sortir de l'émotionnel pour entrer dans le fonctionnel. Protéger la biodiversité, ce n'est pas un luxe de pays riches, c'est une nécessité vitale pour tous. C'est l'acte de lucidité d'une espèce qui comprend que son propre avenir dépend de la santé de son environnement. Alors concrètement, par où on commence ? La hiérarchie est assez claire finalement. D'abord, préserver ce qui existe encore et qui fonctionne bien. C'est la priorité absolue. Ensuite, restaurer ce qui a été dégradé. C'est un travail immense, mais possible. Et seulement en dernier recours, remplacer ou compenser. L'idée n'est pas de se résigner ou de renoncer à se développer, mais de le faire intelligemment, en intégrant le vivant dans l'équation dès le départ. C'est ça. Il faut voir l'écologie pour ce qu'elle est. Une science qui doit éclairer des politiques publiques exigeantes. Ce n'est pas une question de bons ou de mauvais sentiments.
En somme, le message est clair, ni extinction, ni rébellion, juste l'action. Une action lucide, informée et résolument tournée vers l'avenir. Un avenir où la prospérité humaine et la richesse du vivant se renforcent mutuellement. Et c'est un projet bien plus enthousiasmant que d'attendre la fin du monde, non? Absolument, c'est un défi complexe, mais il est à notre portée. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.